Mes chers collègues, tout d'abord, je voudrais vraiment présenter les excuses de notre président Bernard Delcros, qui est retenu par la neige dans le Cantal. Il y en a, paraît-il, un peu. Hein, voilà, il y en a un petit peu, mais chez vous aussi, je suppose, hein, parce que chez moi, il y en a aussi. Il y en a aussi Donc, voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Et bien sûr, nous vous adressons tous nos voeux pour cette année 2026. Et je me permets aussi de vous adresser mes voeux, puisque tout à l'heure, c'était mon collègue Gérard Lahellec qui présidait la première partie de la délégation. Alors, cher Boris Ravignon, nous avions entendu le 24 octobre 2024, hein, c'est pour ça que je dis on a souvent l'habitude de vous voir chez nous. J'espère qu'on ne vous lassez pas. Non, la preuve c'est qu'on en demande. Dans le cadre donc d'une table ronde commune avec la Commission des finances sur l'état des finances locales. Vous aviez alors présenté votre rapport sur le coût des normes et de l'enchevêtrement des compétences entre l'État et les collectivités. C'est un sujet dont on parle très souvent et qui a été rendu public en juin 2024, en même temps que celui d'Éric Woerth sur la décentralisation intitulé « Le temps de la confiance ». Alors, l'objectif de votre rapport était d'éclairer la réflexion sur le coût de l'enchevêtrement des responsabilités et du foisonnement des normes, aussi bien pour les collectivités que pour l'État. S'agissant de notre organisation administrative, vous aviez notamment déclaré, non sans humour, que pour rester dans la métaphore pâtissière, je parlerai d'un pudding plutôt que d'un millefeuille, ce qui est encore moins digeste. Je confirme. On a chiffré à 7,5 milliards d'euros le coût de coordination, c'est-à-dire le temps passé par les fonctionnaires, le plus souvent de catégorie A, à discuter avec leurs collègues des services de l'État. Et des milliards d'euros, on en cherche là, justement. Alors nous serons intéressés de vous entendre à nouveau sur ce point. Par ailleurs, s'agissant de l'intercommunalité, nous venons d'entendre une communication de notre collègue Jean-Marie Mison, président d'une récente mission d'information sur le sujet. Et ce rapport souligne que certains élus s'estiment insuffisamment écoutés et pris en compte par les instances intercommunales. À leurs yeux, tout se passe comme s'ils étaient relégués au rang de simples observateurs de décisions prises ailleurs et avec des structures administratives qui les ignorent. Pour la mission, ces ressentis sont le signe d'un réel dysfonctionnement dans le couple intercommunalité-commune. Toujours selon ce rapport, les intercommunalités tendent à s'automatiser, déplaçant le pouvoir communal vers une supracommunalité. Or, les services intercommunaux sont jugés tournés vers sur la commune centre, au détriment des autres, particulièrement petites, avec des agents territoriaux ne reconnaissant pas la légitimité des maires de petites communes. Moi, je sais que je le vis aussi, et sur le Saint-Quentinois, que vous connaissez bien également. Là encore, votre avis nous intéresse. Au sein de la délégation, nous estimons que le principe de subsidiarité implique d'organiser les politiques publiques à l'échelon le plus proche des citoyens, au plus près des territoires. Ainsi, la commune doit en principe être préférée à l'intercommunalité, sauf s'il est établi que l'action de cette dernière est plus efficace. Un EPCI doit être considéré comme un outil de coopération, ce qui a été rappelé, permettant aux communes de réaliser ce qu'aucune d'elles, y compris la ville-centre, ne serait capable de faire seule efficacement. C'est cette philosophie qui a inspiré le rapport de notre délégation sur les métropoles en 2021. L'intérêt métropolitain n'est jamais présumé, de sorte que la plus-value apportée par cette intercommunalité XXL doit toujours être démontrée, conformément au principe de subsidiarité. Je souhaite également rappeler les conclusions du groupe de travail transpartisan sur la décentralisation, rendu public en juillet 2023. Il propose une intercommunalité de projet plus souple dans la répartition des compétences et une coopération locale choisie, fondée sur la base du volontariat sur la création de communes nouvelles. Voilà tous les sujets qui nous importent beaucoup au sein de la délégation. Et maintenant, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci de donner l'occasion d'évoquer devant vous, avec vous,
ces sujets qui sont des sujets effectivement passionnants. Alors, certains avaient pu être examinés à l'occasion du rapport que j'ai réalisé donc en 2024, qui m'avait d'ailleurs conduit à auditionner le sénateur Mison. Je me souviens effectivement dans sa qualité de président des maires ruraux de Moselle. Et donc, on avait un peu travaillé sur une partie des sujets que vous venez d'évoquer. Pas tous, mais comme président d'intercommunalité, n'empêche pas effectivement d'avoir un avis et peut-être des propositions à faire ou à apporter sur les autres aspects qui n'étaient pas notamment couverts par le rapport. Alors quel était effectivement le rapport? On va laisser de côté, même si c'est un sujet qui, je crois, nous passionne tous, et on est probablement tous ici très impatients de voir dans le détail ce qui adviendra du méga décret annoncé par le Premier ministre, méga décret de simplification. Je note simplement et sans aucune malice qu'il a tout de même fallu 18 mois pour que l'obligation de vidanger les piscines d'eau propre finalement puisse faire l'objet d'une marche arrière. Et on attend encore le texte en plus. Donc bon, il faudra voir chacune des mesures de ce méga décret vraiment à l'aune des efforts incommensurables que ça demande sur la technostructure et sur l'administration pour parvenir à ces quelques simplifications qui visent à nous faciliter la vie élus locaux. Mais donc là, ce matin, cet après-midi, je comprends qu'il est plutôt l'autre dimension du rapport qui portait sur finalement cet enchevêtrement des compétences, des responsabilités, les coûts qu'elles génèrent et du coup, effectivement, les propositions de simplification qu'on pouvait imaginer, pour à la fois avoir sur le plan démocratique quelque chose de plus clair et donc de mieux appréhendé par nos concitoyens, parce que on peut avoir, j'y reviendrai quand même un certain nombre de fois, beaucoup de discussions sur la façon dont on organise les choses. Il faut que ça reste malgré tout toujours quelque chose d'appréhendable et de compréhensible par le citoyen, au nom duquel les politiques publiques et pour lequel les politiques publiques sont conduites. Donc il y a quand même cette exigence toujours à avoir, et il y a parfois un arbitrage à trouver entre aller très loin dans la différenciation, c'est-à-dire permettre vraiment des organisations locales très ad hoc, décidées localement, et que cela, ce soit des organisations compréhensibles, qui restent compréhensibles, accessibles par le citoyen, ça peut être contradictoire tout de même. Je pense qu'il faut donc que c'est utile qu'il y ait un certain nombre de repères, des repères d'organisation institutionnelle qui finalement, qui échappent à des possibilités d'organisation locale, sans quoi on pourrait avoir vraiment une très grande diversité, une infinie diversité d'organisations locales dans lesquelles nos concitoyens auraient quand même du mal à s'y retrouver. Le sujet, effectivement, c'était bien souvent de pointer entre l'État, les différents niveaux de collectivité, parfois entre les collectivités elles-mêmes, le fait que n'ayant pas ou ayant très rarement une vision claire de ce qu'est la responsabilité, qui est responsable de la politique publique. Je note que c'est les questions par lesquelles commence aujourd'hui le Premier ministre dans son travail sur la décentralisation, et ça me semble effectivement être de bonnes questions. On a derrière bien souvent des politiques publiques qui ont des morceaux de responsabilité. Je pense par exemple à la politique de l'habitat. La politique de l'habitat, elle est démembrée sur tous les niveaux de collectivité. Les communes en ont un petit morceau. Quand elles gardent encore en général la politique foncière, par exemple, elles ont un morceau de ce qui permet ensuite la construction. Et les intercommunalités concentrent un certain nombre d'éléments, notamment on prépare dans la plupart des intercommunalités des programmes locaux de l'habitat où on essaie de se poser la question de l'appariement offre-demande. Et puis sur la partie cette fois-ci rénovation, là on est sur des politiques où tout le monde est impliqué, où l'État garde quand même la main et pas dire que sur MaPrimeRénov' ce soit un succès retentissant, ni dans le contrôle, ni dans l'atteinte des objectifs. Et donc, on voit qu'avec simplement quelques exemples là, et en fait, quand on s'y penche, la réalité est encore un peu plus complexe.
on a coupé la responsabilité en plusieurs morceaux. Il n'y a pas vraiment de responsable de la politique de l'habitat. Et donc, derrière, on a des morceaux de compétences accrochés à chaque niveau de collectivité. Ça génère, quand on veut travailler ensemble, le bon exemple, c'était, par exemple, il y a quelques années, les programmes Habiter mieux. Quand on essayait de monter un programme Habiter mieux, il y avait tout le monde, toutes les intercommunalités du département, le département, la région, l'ANA qui finançait le dispositif. Et donc on passait en général de très longs mois à mettre en place un dispositif qui ensuite fonctionnait ou dysfonctionnait plus ou moins bien. Mais en tout cas, il y avait des coûts de coordination très lourds. Et ça, c'était le point qui retenait mon attention. J'ai essayé de chiffrer effectivement ce temps passé par nos fonctionnaires territoriaux dans ces coordinations. On aboutit à un chiffrage pour les collectivités de 6 milliards, 1,5 milliard pour l'État, qui est, je le dis tout de suite, tout à fait sous-estimé, puisqu'on n'a pas eu le temps dans le délai de la mission d'aller voir les différents opérateurs de l'État. On sait que dans ceux qui interviennent avec les collectivités, qui interagissent avec les collectivités, l'ANA, l'ANRU, la NCT, l'ADEME, l'Agence nationale du sport, on a aussi un très grand nombre d'opérateurs. J'en reviens plus particulièrement à, et donc quelles étaient les préconisations ou les propositions qui sont dans votre champ d'interrogation aujourd'hui, c'est-à-dire intercommunalité et communes nouvelles. Je commencerai par les communes nouvelles parce que c'est au niveau du terrain, je crois, un dispositif qui a connu un vrai succès dans la période 2015-2018, période où effectivement il y avait une incitation financière assez forte à l'époque à rentrer dans ces communes nouvelles. Alors, voilà, il y a pu y avoir parfois quelques choix dictés uniquement par ces considérations financières. C'est justement de mauvaises raisons d'y entrer et ça n'a pas rendu les mariages en question les plus heureux. Mais dans l'immense majorité, on a des gens qui avaient une pratique de coopération et profitant de cette incitation, ont franchi le pas. Et je crois qu'on peut être à la fois, comme je le suis, un défenseur de la commune, et penser que la commune nouvelle est quelque chose d'intéressant, est une bonne idée. Et pour reprendre effectivement les préconisations qui étaient celles du rapport du Sénat sur le sujet, je crois que c'était Françoise Gattel et Éric Kerrouche qui avaient travaillé sur la question. À partir du moment où on est sur quelque chose qui est volontaire, qui vient finalement couronner un engagement, une volonté de coopération entre communes, il n'y a pas vraiment de raison d'être en principe hostile à cela. Ça permet effectivement des communes plus importantes, une première mutualisation, parfois de disposer effectivement de ressources plus importantes. C'est très important qu'effectivement la commune nouvelle n'entraîne pas une diminution des ressources par le jeu de calcul. Et donc, dans le rapport que j'ai rendu en 2024, une des propositions, c'est que dans tous les cas, la commune nouvelle est finalement une forme de garantie des ressources. Pour les ressources de la commune A et les ressources de la commune B, et on garantit à la commune nouvelle qu'elle aura au moins sur la durée du mandat suivant A plus B. Sinon, ça risque d'être compliqué d'imaginer et d'encourager les communes à se rapprocher. Et je poussais même le raisonnement un tout petit peu plus loin en disant à partir du moment où le discours sur la commune nouvelle, ou l'approche ou la pratique n'est pas un discours tourné contre les communes, leur existence, on cherche simplement à ce que ceux qui pourraient se rapprocher le fassent. Je crois qu'il ne faudrait pas que l'État ait ce qu'il a un peu aujourd'hui, une forme de commune nouvelle honteuse. Je ne connais pas beaucoup de préfets, moi, aujourd'hui, qui informent, fassent le travail d'aller à la rencontre, ou les secrétaires généraux de préfecture, ou les sous-préfets, de faire finalement un peu la promotion de cette modalité d'organisation. Il ne s'agit en aucun cas de l'imposer, c'est pas du tout. Mais par contre, d'expliquer comment cela se passe, ça peut permettre de faire tomber un certain nombre de préventions et de le permettre. Et si j'ai commencé par la commune nouvelle, c'est parce que je pense qu'il y a une bonne articulation. On peut avoir, et l'intercommunalité, dans un certain nombre de cas, fonctionnerait certainement mieux avec des communes nouvelles en son sein, des communes plus fortes, avec parfois plus de représentants justement dans le conseil communautaire, et donc probablement une capacité à se faire entendre un peu meilleure. Donc je crois que les deux approches vont dans le bon sens. Moi, j'ai beaucoup apprécié le rappel par le sénateur Mison dans son rapport du fait que
l'intercommunalité, sa conception et son origine, la genèse, c'est de surmonter une forme d'émiettement communal pour pouvoir agir sur un certain nombre de sujets où effectivement il y a une plus-value à agir ensemble. Et donc on a le rapport que j'avais fait moi proposait finalement qu'on puisse, dans un certain nombre de cas, effectivement, vraiment reconnaître ce niveau intercommunal comme étant un bon niveau d'organisation, justement, des responsabilités dont je parlais tout à l'heure. Je parlais tout à l'heure du logement. À l'exception, alors pas du tout marginale, mais de départements très ruraux dans lesquels, à part la collectivité de département, je ne vois pas des Comcom être capables de saisir pleinement de la compétence habitat, mais dans un certain nombre d'autres cas, il me paraissait une bonne idée, si on a c'est pas une petite précaution des communautés de communes ou des communautés d'agglomération qui correspondent à leur bassin de vie, d'imaginer que sur ce territoire-là, eh bien, ce soit eux qui, à l'avenir, soient responsables vraiment de la politique de l'habitat, avec une concentration à leur niveau des moyens qui existent aujourd'hui, alors qu'on peut aller chercher, on peut demander la délégation des aides à la pierre, on peut demander un certain nombre de choses. En général, quand on le demande au début, c'est effectivement très réjouissant et sympathique, et puis quand on voit ensuite ce que l'État continue à nous demander en termes de reporting sur la mise en œuvre de ces délégations, il nous arrive de regretter, pour dire les choses un peu crûment. Mais là, il s'agirait vraiment d'avoir un cadre où, quand on prendrait la responsabilité, le niveau intercommunal peut être le bon pour un certain nombre je pense, de compétences ou de responsabilités, pardon, qui fonctionnent bien sur des bassins de vie. Les mobilités locales, les mobilités durables locales, je pense que ça s'organise aussi assez bien au niveau intercommunal. On n'imagine pas que les bus s'arrêtent aux frontières communales, et c'est déjà pas le cas aujourd'hui, et c'est un peu la même chose pour les voies cyclables, les pistes cyclables qu'on essaie effectivement d'organiser en réseau aujourd'hui. Alors, ça veut dire que, notamment, je pense qu'il y a, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, il y a l'idée que je détaillais, que je développais dans le rapport, c'est-à-dire le bloc communal, mais là plus particulièrement le niveau intercommunal, pourrait recevoir un certain nombre et assumer un certain nombre de responsabilités. Alors ça s'oppose naturellement un peu à une idée qui figure dans le rapport d'Éric Woerth et qui est un petit peu sous-jacente à un certain nombre de remarques, qui serait de dire il faudrait que l'échelon intercommunal n'ait pas de compétence n'ait pas de responsabilité obligatoire, pas de compétence obligatoire, que tout puisse être discuté. C'est la proposition 32 du rapport Woerth. Bon, je trouve qu'elle va, de mon point de vue, un peu loin. Parce que, pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure, alors, Éric Woerth, face aux intercommunalités, nous avait dit non, mais vous inquiétez pas, si on fait ça, si on rouvre cette possibilité, de toute façon, il y aura très peu de mouvements, les compétences obligatoires ne seront pas remises en cause, et donc on ne va pas. Je n'en suis pas si sûr. À partir du moment où la loi permet de revoir un certain nombre de compétences obligatoires, probablement qu'on aboutirait à ce qu'elles soient rediscutées et revues. Alors, là, le sujet, qu'est-ce qui est dans l'intérêt, me semble-t-il, du citoyen. Je ne doute pas que ça puisse être plus fort d'établir finalement un pacte local entre interco et commune sur le fait qu'on va exercer telle compétence et que c'est bien mieux ensuite. Mais si une intercommunalité et ses communes décident par exemple que le développement économique, ça doit être une compétence communale, bon, il y a quand même plein d'endroits où ça ne va pas avoir beaucoup de sens. C'est-à-dire qu'il y a quand même vraiment, on a quand même créé l'intercommunalité pour surmonter le fait que, quand on est une petite commune de quelques centaines d'habitants, avoir une politique de développement économique, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des cas particuliers, des gens qui ont des zones, qui ont des... Mais sinon, dans la généralité, donc je veux dire par là que je pense que le bon compromis, c'est probablement d'avoir quelques matières qui soient obligatoires. Il y a probablement une simplification. L'idée aussi, l'autre idée d'Éric Woerth, c'était de supprimer. Aujourd'hui, on a communauté d'agglomération, communauté urbaine et métropole. Mais de ne plus faire qu'un seul statut où finalement toutes les compétences pourraient être discutées. Bon, on peut peut-être déjà commencer par
simplifier le nombre de niveaux. Je pense que les communautés de communes ont leur justification, parce que c'est l'outil d'aménagement intercommunal de la ruralité. Est-ce qu'au-delà, il faut des distinguos entre l'agglo et la communauté urbaine? Ça, honnêtement, ça se discute vraiment. Et s'agissant de la partie métropole, où ce qui était mis en avant dans la loi MAPTAM, c'était la possibilité d'aller récupérer des compétences du département ou de la région, ça s'est fait dans des cas extrêmement limités et toujours dans une ambiance hyper conflictuelle avec les intéressés et pas toujours, pour revenir à l'idée de la clarté de l'organisation, avec une très grande clarté dans l'organisation. Donc je suis absolument certain que le modèle métropole, dans la partie juridique, est fait finalement tel qu'il a été pensé par la loi MAPTAM, fait la preuve de sa pertinence. Néanmoins, bon, on pourrait peut-être avoir au moins 3 niveaux, ou peut-être même 2, tout simplement, un niveau plus urbain et un autre, effectivement, plus réservé au monde rural, et avec des compétences obligatoires différentes pour l'une et pour l'autre, mais malgré tout conserver un certain nombre de compétences obligatoires sans lesquelles je pense qu'on risque d'avoir des organisations à certains endroits très surprenantes, très créatives peut-être, mais qui perdraient nos concitoyens et qui peut-être ne permettraient pas d'atteindre un certain nombre d'objectifs de politique publique qui ne font pas de discussion. Je poursuis parce que sur l'intercommunalité, je comprends bien, et je suis moi-même président depuis 12 ans d'une intercommunalité, je vois bien, et je précisais que lorsqu'elle a été créée, la moitié des communes qui la composaient avaient délibéré contre son existence. Donc, autant dire qu'on est parti dans des conditions politiques assez compliquées. J'ai quand même l'impression que le temps qui passe fait peut-être qu'il y a des problèmes résiduels auxquels il faut, et résiduels ou même pas résiduels, il y a toujours des problèmes mais auxquels il faut absolument s'intéresser, mais que quand même, on a un certain nombre de pratiques de travail qui se font et peut-être qu'une bonne manière d'appréhender cette question, ce serait de regarder en termes de fonctionnement, là pas forcément en termes d'évolution de texte, mais en termes de bonnes pratiques, ce qui fonctionne. Il y a des communautés de communes d'assez grande taille, rurales, qui ont réussi manifestement à trouver des modes opératoires, des manières de fonctionner où les maires ne s'estiment pas marginalisés ou moins que dans d'autres cas. Donc, et à l'inverse, il y a certainement des pratiques qui, elles, alors souvent ne respectent peut-être pas bien les textes, ou s'ils les respectent, n'en respectent pas l'esprit. Je pense par exemple effectivement des cas où les conférences des maires sont jamais tenues. C'est probablement un assez mauvais signe de la relation qui peut exister entre l'intercommunalité et les maires. Et, dans ce qu'il faut, dans la question, j'allais dire, c'est pas forcément un procès contre l'intercommunalité, je pense qu'ici c'est pas du tout l'état d'esprit, mais il y a un certain nombre de sujets identifiés, de difficultés. Il y a plusieurs niveaux. J'ai parlé des compétences tout à l'heure. Les difficultés qu'on a de fonctionnement, est-ce elles peuvent être résolues par une évolution de la gouvernance? J'avoue que la principale innovation l'année dernière, ça a été cette question des conférences des maires. On pourrait peut-être déjà vérifier effectivement qu'elles fonctionnent bien, qu'elles se tiennent, qu'elles travaillent, que les commissions qui précèdent les conseils communautaires font aussi leur travail. Moi, je sais que une partie de la confiance qu'on a réussi à créer, c'est dans les commissions qui sont ouvertes, par exemple, aux élus municipaux. Je sais que c'est un des sujets qui vous préoccupe aussi, pour que quand une commune a un sujet majeur, elle puisse naturellement venir en commission à plusieurs avec le représentant. Parfois, c'est des communes effectivement où il y a un seul délégué, et donc qui puisse venir avec les adjoints concernés, avec pourquoi pas une partie du conseil municipal, pour se faire entendre, pour poser des questions, obtenir des réponses et comprendre et se sentir mieux associé dans la démarche. Bref, est-ce qu'il faut faire évoluer la gouvernance? Ça n'est pas simple. J'aime bien l'idée d'une motion d'alerte, là, effectivement, celle qui est proposée. Je trouve que il y a un certain nombre de cas où ça va vraiment très très mal, où les communes en sont à imposer au président la réunion de la conférence des maires. Et que derrière, il y ait effectivement cette motion d'alerte. Cette fois-ci, ça peut permettre d'alerter plus globalement le conseil communautaire sur une vraie difficulté. C'est heureusement pas
pas le cas le plus fréquent, mais ça doit pouvoir exister et il faut pouvoir y penser. Et puis, il y a un sujet où je pense que les intercommunalités, je le dis en tant que vice-président d'Intercommunalité de France, n'ont pas tenu complètement la promesse qui était la leur, c'est sur l'ingénierie de projet. Et je pense que c'est un tort, et que les intercommunalités, en n'offrant pas, en ne créant pas suffisamment ces solutions pour aider l'émergence des projets dans les communes, pas simplement les leurs, mais aussi vraiment dans les communes, d'avoir vraiment un service. Alors certaines l'ont fait, et celles qui le font, les relations entre les communes et l'intercommunalité, comme par magie, sont bien meilleures. Parce que quand vous êtes aidé et que l'intercommunalité, c'est effectivement un moyen de recruter les quelques techniciens qui vont permettre de dégrossir le sujet. On ne parle pas ici d'ingénierie très pointue. C'est difficile pour une communauté de communes d'imaginer de recruter un spécialiste de l'isolation thermique des bâtiments et de le garder et de le rémunérer aux conditions du marché, etc. Enfin bon, bref. Mais par contre, offrir une solution d'ingénierie de projet vraiment en proximité, que l'Interco offre cela très largement à ses communes membres, ça me semble être aujourd'hui quelque chose d'insuffisamment fait et qui, qu'on le veuille ou non, mais renforcerait l'affectio societatis dans nos intercommunalités. Je l'ai fait sur des sujets ponctuels de tourisme, de santé, justement d'énergie. Je crois pouvoir dire que ça a un effet assez puissant, effectivement, finalement, où chacun comprend mieux l'utilité de l'autre. Et donc, je pense que ça, c'est probablement d'ailleurs, je sais que c'est un des sujets qui, à juste titre, mobilise régulièrement le Sénat, cette question de l'ingénierie. Est-ce qu'il faut demander à l'État, qui, effectivement, il y a 20 ans, a supprimé la TESAT, mais est-ce qu'il faut lui demander par l'intermédiaire des sous-préfectures, des sous-préfets, de la NCT ou que sais-je encore, de venir aujourd'hui essayer de revenir sur cette décision peut-être funeste? Il y avait probablement quelque chose d'autre à faire que de supprimer simplement et d'utiliser ce qu'était le grand ministère de l'équipement à l'époque comme un gisement d'emplois à récupérer au niveau national. Ça a malheureusement été fait. Imaginez que c'est l'État aujourd'hui qui va revenir apporter cette ingénierie de projet dans les plus petites communes. Pardon, mais ça me semble être une illusion presque grotesque. Enfin, je ne vois pas comment. Et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, supposer qu'on y mette les moyens. Je pense que c'est plutôt au niveau, dans l'intercommunalité, dans le bloc communal, qu'on pourrait avoir là vraiment une manière de ressouder les liens. Je terminerai peut-être sur les métropoles parce qu'il y a un sujet dont je m'étonne qu'il n'y revienne pas plus souvent, c'est celui de la péréquation. Moi, comme d'autres, je n'appartiens pas à une métropole. Et j'en ai pris mon parti et je m'en suis fait une raison depuis un petit moment. On est un territoire qu'on va qualifier d'interstitiel. On a une métropole internationale qui est Reims, à proximité. Je regarde Cédric Chevalier à proximité de nous. Et puis, un peu plus loin, on a d'autres métropoles, pour le coup, de vraies métropoles internationales, Luxembourg notamment. Mais on n'est pas une métropole et on ne le sera jamais. Avec 125 000 habitants et 60 communes, 57 même maintenant. Donc, par contre, effectivement, que les métropoles s'organisent, concentrent un certain nombre de richesses, en créent, ça ne me semble pas être une mauvaise chose pour le pays. Ce qui me semble plus critiquable, c'est qu'il n'y ait pas une meilleure redistribution de ces richesses créées, justement, à l'égard des autres territoires. Et donc, je trouve que le sujet des métropoles, elles existent, c'est un fait. Je pense que c'est une bonne chose pour l'État français d'essayer d'organiser des métropoles, des pôles urbains dynamiques, en dehors de Paris. On a longtemps, je crois, suffisamment déploré Paris et le désert français pour se dire que l'émergence d'une métropole, de vraies métropoles dynamiques comme Toulouse, comme Bordeaux, comme la métropole lyonnaise, ce sont de bonnes choses pour notre pays. Mais je trouve vraiment, et on essaie d'aborder ce sujet au travers des coopérations avec l'arrière-pays, finalement, avec l'Hinterland, pour parler géographe de ces métropoles.
une bonne manière je crois, de faire profiter tout le monde de la richesse créée par les métropoles et de leur dynamique, ce serait certainement qu'elles aient une contribution plus significative à la péréquation nationale, à destination de ceux dont aujourd'hui les ressources par habitant sont les plus faibles, un certain nombre de communes rurales, mais il n'y a pas que de la pauvreté dans le monde rural, il y en a aussi dans le monde urbain, et on a aussi donc un certain nombre de communes qui pourraient peut-être trouver là, dans cette péréquation, des ressources supplémentaires pour inventer leur avenir. Voilà ce que je voulais vous dire, peut-être en introduction simplement, et je tiens à votre disposition. Pas marché. Si, ça y est. C'est un peu capricieux, avec le temps. Mais merci beaucoup pour ces propos sur les sujets qui nous intéressent vraiment beaucoup et sur lesquels je crois qu'on se penchera encore quelques années, pour pas dire autre chose. Je vais passer tout de suite la parole à Patrice Joly, peut-être, parce que, comme vous aviez demandé la parole précédemment, et que je ne voulais pas refuser, mais j'avais dit que je ne voulais pas vous laisser Monsieur Ravignon trop longtemps dans le couloir. Donc, je vais passer la parole à Patrice. Merci, Madame la Présidente, pour votre bienveillance. Merci, monsieur, pour vos éclairages. On se retrouve effectivement au regard de l'expérience qu'on peut avoir en tant qu'élu et donc pratiquant l'intercommunalité à la fois dans l'espace historique qui étaient les CIVU, voire les CIVOM qui existent encore, mais également dans les communautés de communes qui ont changé un peu à la fois le cadre, mais l'esprit même de l'intercommunalité dans lequel elle était jusque-là, avec des approches plutôt en termes de stratégie territoriale. J'aurais simplement beaucoup à dire pour la fois et redire, donc je ne le ferai pas, des éléments d'analyse qui sont les vôtres, mais je voudrais simplement rebondir sur votre dernier point et avec quelque chose qui m'interroge toujours beaucoup, c'est la manière dont on a envie parfois de faire de la géographie avec le droit ou du droit avec la géographie. Je m'explique. Je retrouve la définition de métropole au sens géographique du terme. Une métropole est avant tout un ensemble urbain de grande importance qui exerce des fonctions de commandement, d'organisation et d'impulsion sur une région et qui permettent son intégration avec le reste du monde. Alors il semble qu'en France, il y ait une métropole et qui est là, dans les 10 premières, disons dans les 4 ou 5, dit-on, regarde son influence culturelle, c'est Paris. Pour le reste, on se paye de mots. Vouloir faire de la géographie plutôt avec de la géographie ou de l'histoire avec du droit, je pense qu'on se trompe. Et je trouve que c'est une erreur parce que je crois que si on ne qualifie pas correctement les situations, on ne peut pas mettre en place de bonnes politiques publiques. Et c'est un des sujets qui, aujourd'hui, nous concerne et qui participe à parfois une manière de mal penser l'organisation de la société et l'organisation institutionnelle. On a de très belles capitales régionales et c'est très bien ainsi, donc on est fier, qu'on a envie de valoriser. J'appartiens à la région Bourgogne-Franche-Comté, malheureusement ou heureusement, peut-être d'ailleurs, Dijon ne sera jamais une métropole au sens géographique du terme. Et c'est ainsi. Et on veut que cette ville se développe et avance et participe aussi à l'attractivité, au développement de notre pays. Donc c'est la première remarque, mais tout ça, en fait, relève du fait qu'on reste dans une société de l'homme fort, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'en gros, les élus se doivent d'être à la tête de collectivités qui pèsent démographiquement, qui s'accroissent démographiquement. Est-ce que le sujet est là ? Sachant qu'on est dans des flux démographiques que l'on connaît, avec une décroissance que l'INSEE nous donne comme perspective, en France moins qu'ailleurs d'ailleurs, puisqu'on serait à 60 millions d'habitants si on maintient simplement les tendances actuelles à échelle 2100. Alors c'est pas l'Allemagne 85 à 65, c'est pas la Chine 1,3 million à 650 millions, mais... Qu'est-ce que j'ai dit ? 1,3 milliard, pardon, et 650 millions. Et donc la question, elle est là, c'est-à-dire comment on questionne un peu nos manières d'aborder l'organisation de nos territoires, le développement de nos collectivités, en intégrant ces éléments-là. On a été aussi, alors moi je suis un fervent tenant des communes et également un fervent tenant des intercos, parce qu'on peut y faire aussi des belles choses ensemble, ce sont des outils de coopération qui nous sont indispensables. Et pour autant,
comment on fait en sorte d'y travailler pour qu'aujourd'hui, on sorte de cette nostalgie qu'on a, en particulier dans les territoires ruraux, je connais moins les territoires urbains, de nos anciennes intercommunalité à échelle humaine, c'est-à-dire sur des espaces qui étaient des espaces que les gens connaissaient, que les élus connaissaient. Et on a une petite difficulté par rapport à nos intercommunalités, et j'en resterai là, c'est qu'aujourd'hui, les intercommunalités complexifient les sujets nécessairement, parce que les échelles sont plus importantes, il y a des moyens pour... Et on traite des sujets qui sont aussi plus complexes que les sujets qui étaient ceux du passé d'une certaine manière, et donc plus facilement accessibles. Et on a aussi un problème d'équilibre qui se pose aujourd'hui dans les intercommunalités entre la place des élus et la place des services. Et je ne veux pas dénigrer les services, qui généralement... des gens compétents, volontaires, etc. Mais on a, au regard de cette complexification des enjeux, des sujets, des modalités de mise en œuvre, comment on fait pour essayer de faire en sorte que les élus n'aient pas le sentiment, et on le retrouve, je vous dis, en particulier dans les territoires ruraux, des élus qui se trouvent déconnectés des processus de décision. En tout cas, merci pour votre intervention. Je vais passer la parole à Cédric Chevalier. Merci Madame la Présidente, Monsieur le maire président, chers voisins géographiques. Tout d'abord, merci pour l'ensemble des propos. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, en fait, qui me questionne depuis un moment. Les intercos, quand elles ont été créées, elles ont été un peu créées à coup de chausse-pied quand même. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous l'avez dit très justement, les communes qui ne voulaient pas rentrer sont rentrées quand même dedans. Beaucoup. Moi, je viens d'une interco, 143 communes, 204 élus au conseil communautaire. La plus petite fait 50, la plus grosse fait 180 000 habitants. Bon. On peut s'interroger finalement sur le fait d'avoir créé cette interco qui fonctionne. Alors, j'entendais un certain nombre d'initiatives. On a eu une chose qui, je crois, a scellé la confiance, c'était qu'on a fait une forme de droit de veto qui permettait de dire que l'interco n'imposerait pas sur le territoire d'une commune tel ou tel projet, sachant que dans les compétences des intercos, il y avait, en tout cas dans la nôtre, celui des gens du voyage qui était un sujet important. Et voilà. Donc c'est ce qui a scellé un peu la confiance. Mais en fait, il a fallu créer finalement des outils de confiance entre les maires et l'interco. Et le vrai sujet, à mon sens aujourd'hui, c'est comment, dans cette gouvernance XXL, le maire d'une petite commune, mais aussi demain son conseil municipal, va pouvoir s'y retrouver. Et je pense qu'on parlait de la désaffection des maires sur un certain nombre de choses. Il y a aussi le fait que l'interco a aspiré à un certain nombre de compétences, faisant en sorte que le maire se retrouvait un peu démuni pour un certain nombre de réponses. Moi, je voudrais... la question, pour aller plus loin, pardon, c'est, pour qu'il y en ait une, c'est que entre l'interco un peu au chausse-pied, les communes nouvelles où en fait il y a eu le hochet financier pour pouvoir le faire, et ce sont les conseils municipaux d'ailleurs qui décidaient, pas forcément les habitants. Moi je me pose la question qui est depuis un moment, c'est de dire est-ce que finalement il n'y a pas trop de communes en France, qu'on ne veut pas le dire en fait qu'il y en a trop et qu'il faut les supprimer. Je m'interroge parce qu'en fait, différents textes ou différentes choses font et l'interco, on se repositionne la question. Alors, je pense que ça a été intéressant parce que ça a permis de résoudre un certain nombre de problèmes. Je pense la voirie, alors la voirie non, l'assainissement ou des choses comme ça que des communes ne pouvaient pas faire toutes seules, collectivement ont pu le faire. Mais on sent une poussée de plus en plus forte de se dire finalement, il faut mettre les communes en interco, il faut qu'elles se regroupent, etc., etc. Donc derrière cette réorganisation, parce qu'au final, vous parliez de réorganisation des compétences, l'habitat, je m'interroge aussi, parce que l'habitat, le peuplement, qui va avoir à gérer la problématique d'habitat, de relations avec les habitants, c'est le maire. Est-ce que ça doit être au niveau intercommunal? En fait, la carte est intéressante parce que à la carte, c'est intéressant parce qu'il y a une volonté aussi des communes de pouvoir travailler ensemble et sur des projets communs. Je pense que le socle n'est pas forcément toujours adapté au territoire et je pense que laisser de l'agilité avec qui on a envie de travailler et de l'agilité sur quel domaine on a envie de travailler, je pense que ce serait intéressant de le pousser assez loin. Donc ma question en fait derrière tout ça, c'est au travers de trucs finalement, est-ce que vous ne sentez pas, sans que les uns et les autres l'avouent, on veut réduire le nombre de communes en France parce que, alors je ne sais pas pourquoi, il faut les réduire parce qu'elles sont trop nombreuses.
Merci Madame la Présidente et merci Monsieur Ravignon pour cette présentation. Moi j'avais une question assez directe, puisqu'on projette maintenant, le gouvernement annonce des mesures de décentralisation. Le président de la République lui-même, au moment de ses vœux aux Français, nous parle d'une décentralisation qu'il veut concrète et radicale. J'ai retenu ce nom, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et dans quelle mesure donc votre rapport inspire les propositions à venir, puisque dans votre rapport, vous nous rappelez qu'il y avait des efforts de rationalisation qui avaient été proposés dans les années 2010. Efforts de rationalisation, ça voulait dire, et ça rejoint ce que vient de dire Cédric, de limiter le nombre d'échelons, et particulièrement l'échelon départemental d'ailleurs, qui était dans le viseur à l'époque du ministre de l'Intérieur de l'époque. Parce que dans votre rapport, vous rappelez qu'il serait bon de conserver tous les échelons. Moi, je souscris à cette démarche. Effectivement, que nos gouvernants puissent vous entendre sur ce sujet, et ce n'est pas ici au Sénat qu'on va dire effectivement l'inverse. Il y avait également dans votre rapport quelque chose que je trouvais extrêmement intéressant, c'était de réaligner finalement les responsabilités qui sont politiques, et ça rejoint ce que nous a dit notre collègue Mison et les collègues qui ont travaillé sur ces sujets, sur l'intercommunalité. C'est d'abord le politique qui doit avoir la main, c'est lui qui est élu, c'est lui qui doit décider. Évidemment, les compétences, notamment juridiques, mais aussi un certain nombre de compétences aujourd'hui qui effectivement ne sont pas totalement clarifiées entre les différents niveaux de responsabilité, et les moyens financiers particulièrement. Donc ça fait partie peut-être des invariants qu'il faudrait pouvoir rappeler. Mais depuis le rapport en 2024, il y a des choses qui se sont un petit peu accélérées. Tout d'abord, on voit bien que les départements aujourd'hui sont dans la difficulté. En quelques mois, il y a une accélération des difficultés. Et même si à l'époque, il était évoqué d'unifier notamment un certain nombre de compétences en matière sociale et d'accès aux soins, je pense qu'il faut peut-être aller dans une autre direction aussi. Le département peut être coordinateur de nombreuses choses. Parce qu'en parallèle, on parle beaucoup des agences. J'étais avec un certain nombre de collègues dans la commission d'enquête sur les agences, des syndicats intercommunaux d'énergie, un certain nombre d'agences qui pourraient être ramenées à une échelle peut-être départementale, ce qui redonnerait du sens aussi au département. Et puis l'intercommunalité, c'est faire à plusieurs ce qu'on ne peut pas faire tout seul. Et en cela, pour avoir été président des maires de la Loire, je rejoins ce qu'a dit le président des maires de France. Et parfois, ça se phagocyte. Aujourd'hui, ça se phagocyte malheureusement et ce n'est pas ce qu'on souhaite. Pour ma part, j'ai présidé une métropole qui s'appelle métropole stéphanoise, tout en étant très départementaliste. Et je me dis qu'il faut défendre nos communes. Il faut défendre nos communes dans l'intercommunalité, mais aussi défendre nos communes qui sont particulièrement proches, notamment du département, qui est un échelon de proximité qui me semble qu'il faudrait conforter. Donc je voudrais avoir votre point de vue là-dessus, parce que j'ai bien peur qu'on retombe soit dans des travers qui avaient pu être évoqués, rationalisés, ça veut dire simplifier, ça veut dire réduire. Et quand on fait ça, on réduit la démocratie, à mon sens. Mais aussi redonner du sens à certaines collectivités, comme les départements, qui aujourd'hui ne peuvent plus exercer leurs compétences, ou sont relégués, finalement, c'est peut-être ça l'objectif, à un guichet technocratique, puisque s'il faut gérer simplement le RSA, l'APA, ce genre de choses, il n'y a peut-être pas besoin d'élus. Et ça, c'est fort dommageable sur l'avenir de nos départements. Et ça parasite la relation parfois avec l'intercommunalité. Ce n'est pas ce qu'on souhaite, on cherche plutôt une complémentarité. Merci, je vous cède la parole pour répondre à ces 3 premières questions. Merci. Merci. Ça y est, merci Madame la Présidente. Alors, je vais répondre effectivement aux 3 collègues sénateurs élus ici. Monsieur le sénateur Joly, effectivement, on se paye un peu de mots. Oui, c'est pas faux. Nous aussi, on fait un peu de marketing. Cédric Chevalier aurait pu le dire. L'intercommunalité que je préside, elle s'appelle Ardennes Métropole. Alors, oui, small is beautiful, et on essaie d'avoir l'agilité des petites structures. Mais effectivement, il y a cette idée. Alors, derrière, il y a du marketing territorial, ce qui n'échappe à personne, mais certainement un peu poussé. On a trouvé des métropoles, on avait fait un petit benchmark encore plus petite que la nôtre. Hein.
Chartres Métropole, je ne veux pas dénoncer, mais je crois qu'elle était encore plus petite. Bon, mais oui, il y a ça, si ce n'est que derrière, malgré tout, il y a une petite réflexion, et je trouve un peu extrême en disant qu'il n'y a qu'une métropole en France. Parce que... Non, mais alors les géographes, alors certainement, mais il y a, si on regarde cette fois-ci, si on passe par l'INSEE, et si on regarde ce qu'on appelle les fonctions métropolitaines, notamment tout ce qui est lié à l'enseignement supérieur, à l'innovation, je crois quand même qu'on a un certain nombre de centres en France qui, il n'y a pas que Paris, et peuvent effectivement, sur ce volet-là, montrer un certain nombre de choses et prétendre finalement à jouer un rôle métropolitain dans ce sens-là. C'est un peu pour ça, nous, on a créé un petit campus, et c'est dans cette approche qu'on voulait revendiquer cette appellation. Mais oui, je crois que c'est Camus qui disait que mal nommer les choses ajoutait au malheur du monde. Et effectivement, quand on ne pose pas les bons mots sur les réalités, c'est vrai que ensuite on ne construit pas justement des solutions ancrées dans la réalité. Le sujet que vous évoquez sur la déconnexion et la complexification de l'action publique à tous les niveaux, et de comment les élus s'y retrouvent avec les fonctionnaires, c'est effectivement, je crois, un très grave sujet, un gros sujet de préoccupation. Pourquoi tout devient, comme cela, depuis plusieurs décennies, beaucoup plus complexe. Bon, j'ai tendance à penser qu'il y a une complexité inhérente, effectivement, à ce qu'on doit gérer, mais que là, par exemple, dans notre organisation institutionnelle, on en rajoute en n'ayant justement pas des principes, eux, assez simples et un peu robustes d'organisation. Mais sur le rapport élu-fonctionnaire, je suis moi-même aussi fonctionnaire, et je crois quand même que l'éthique d'un fonctionnaire, c'est d'essayer de simplifier les choses et d'arriver à les rendre présentables, parce que même derrière les problèmes les plus complexes techniquement, il y a quand même une décision politique à prendre, et je crois que le travail des fonctionnaires, c'est d'arriver à faire cela. Alors peut-être que ça renvoie, je ne suis pas certain que la fonction publique territoriale soit particulièrement en faiblesse sur ce terrain-là, mais je pense en tout cas que dans ce qu'on apprend, dans ce qu'on attend, ce qu'on requiert comme qualification ou comme qualité d'un attaché territorial, d'un directeur territorial ou d'un administrateur territorial, il y a effectivement de savoir justement faire cette transition entre la complexité du monde et les décisions politiques qui, elles, reviennent effectivement aux élus qui les assument devant leurs concitoyens. Mais c'est un sujet effectivement vaste et important. Pour répondre au sénateur Chevalier, je vais pouvoir dire que il y a assurément dans notre pays, ça c'est une donnée statistique, d'ailleurs vous le rappeliez, monsieur le sénateur, je crois dans votre rapport, il y a beaucoup de communes. La question de savoir s'il y en a trop, c'est par rapport à quoi on en juge. Moi, c'est ce que j'indiquais dans le rapport que j'ai rendu. Donc c'est une position écrite, toujours plus facile à défendre et on peut s'y référer. Je trouverais vraiment dommage que la République française, qui a quand même à gérer le deuxième territoire le plus vaste d'Europe après la partie russe de l'Europe, se passe de ce trésor d'engagement quasi bénévole de centaines de milliers de conseillers municipaux et de maires. Je trouve ça assez funeste, et les remplacer dans un certain nombre de cas par des attachés fonctionnaires territoriaux malgré toute leur qualité, je vois vraiment pas ce qu'on y gagnerait. Donc je crois qu'il y a on a une donnée, et j'ai plutôt l'impression, moi peut-être que je vois les choses, je leur donne un sens peut-être plus positif, mais j'ai l'impression qu'on a plutôt essayé quand même ces dernières années, finalement, que cette donnée, que la commune qui est un peu la cellule de base d'apprentissage de la démocratie dans notre pays, elle est intouchable. Et sauf quand les gens eux-mêmes décident de le faire évoluer, donc comme une nouvelle, et qu'on a plutôt essayé de
créer des structures, des cadres dans lesquels elles coopèrent sur un certain nombre de sujets, mais sans disparaître. Parce que c'est des sujets d'identité, c'est des sujets d'engagement local et finalement d'administration de cet espace français que nous avons en partage. Donc je pense pas qu'il y ait trop de communes, je l'ai écrit, donc je crois que pour autant, sans dire qu'il y a trop de communes, il faut un cadre stable et plutôt incitatif pour encourager ceux qui ont envie de travailler ensemble et pourquoi pas de fusionner leurs communes à le faire. Ça me semble pas du tout incompatible, que c'est pas une dénaturation de la commune que d'aider les communes nouvelles à voir le jour dans de bonnes conditions, et que je crois quand même qu'il y a plein de compétences, plein de responsabilités. Je reprends celle du développement économique, qui est, je crois, un peu évidente, où c'est quand même difficile. Moi, j'ai dans les 57 communes qui composent aujourd'hui la métropole, il y en a 6 de plus de 1000. Bon, donc ça veut dire que les 51 autres ont moins de 1000 habitants. Qu'est-ce que ça signifiait avant pour l'essentiel de ces communes d'avoir la responsabilité du développement économique? Elles n'en faisaient rien, si ce n'est qu'aider de temps en temps ponctuellement un artisan en lui vendant un terrain, un morceau du patrimoine communal pour lui permettre de s'installer, tout simplement parce que l'émiettement financier, territorial faisait que c'était compliqué de porter des projets économiques d'envergure. Donc je crois qu'il faut avoir aussi cette lucidité-là de dire qu'il y avait des raisons pour lesquelles, et d'ailleurs le mouvement de coopération intercommunale, il est né à la fin du 19e siècle avec les communes elles-mêmes. C'est-à-dire que d'emblée, les syndicats sont nés parce que un certain nombre d'élus avaient quand même compris qu'ils ne pouvaient pas agir seuls sur plein de sujets. Donc il fallait se regrouper. Et certainement que la loi de rationalisation de réorganisation des collectivités, la loi RCT de 2011, qui a prescrit un bouclage complet du territoire, et donc effectivement on s'intéresse aux communes qui ne voulaient pas ou qui ne pouvaient pas, qui pour toutes diverses raisons rentrer dans des intercommunalités, et c'est à ce moment-là qu'on a eu effectivement des mariages forcés, qu'on a des gens qui sont rentrés dans des intercos, et ça laisse des traces, et ça met pas mal de temps, ça, en général, à s'estomper. Mais malgré tout, est-ce que ça invalide la démarche intercommunale? Je ne crois pas. Je pense qu'on aurait pu, peut-être d'ailleurs, à ce moment-là, faire autrement. Moi, tu as commencé, Cédric, parce qu'on se connaît bien, mais par évoquer l'idée de droit de veto, de choses comme ça. Droit de veto, des clauses, des minorités de blocage sur plein de sujets, ce sont des moyens qui, effectivement, une logique parfois un peu technocratique descendante, ça crée, mais ça crée des blocages qui peuvent être surmontés justement par la délibération locale. Et nous, je vais prendre un exemple sur le PLUI. Mais quand ce sujet a été présenté, eh bien, j'ai rapidement vu qu'on avait, la première fois qu'on l'a évoqué, pas du tout la majorité pour le faire avancer. Et bien à ce moment-là, on a donc tous décidé dans nos communes de délibérer contre, pour pas stigmatiser les uns les autres. Voilà, on a une position solidaire. Bon, ben je crois que la prochaine fois, j'espère, ça dépend pas que de moi, mais on devrait pouvoir y arriver, parce que cette fois-ci, à force d'en discuter, on a pu vaincre un certain nombre de résistances. Et donc, une majorité de blocage, c'est dans un premier temps, oui, c'est vu effectivement comme une dérogation, comme une possibilité qu'il y ait une alternative. Mais en général, quand on veut avancer, on arrive ça oblige à aller discuter individuellement et à respecter, y compris chaque maire, la plus petite commune, parce que au bout du compte, au moment du vote, ça peut être décisif. Donc prévoir ce type de dispositif, ça me semble toujours intéressant. Et puis pour terminer, moi effectivement, je trouve que c'est la fausse bonne idée de la suppression d'un échelon. Là encore, pour les raisons que j'indiquais un peu tout à l'heure, on a fait cet effort dans le bloc communal, justement, de pousser l'intercommunalité. On voit que ça anime des débats aujourd'hui, qu'on n'est pas encore tout à fait tous complètement convaincus de la façon de s'y prendre. Mais quand même, il y a eu beaucoup d'énergie mise. Les CDCI des années 2010, c'était pas des moments, c'était pas des lieux de tout repos. On est passé par là, et on a quand même, je pense, avancé. Même parfois si ça s'est fait dans la douleur. C'est pas aujourd'hui pour dire, alors
la proposition de bazarder le département, moi, ça me semble assez, un peu révoltant dans son principe, parce que je vois vraiment pas qui va pouvoir correctement assumer les responsabilités qui sont celles aujourd'hui des départements. Ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que pour un certain nombre de départements ont l'impression que finalement, ayant échappé à la suppression en 2015, on organise leur asphyxie sur le plan financier depuis lors. Bon, je ne peux pas ne pas donner raison à un certain nombre de présidents de conseils départementaux, notamment le mien, quand il me dit ça. Parce que avoir retiré au département toute autonomie fiscale, comme ça a d'ailleurs été fait par les régions. Pour les régions, de la même manière, n'avaient plus d'autonomie fiscale. Bon, ça mettait immanquablement dans de très grandes difficultés des départements qui faisaient face à une explosion de leurs dépenses et n'avaient plus que cette marge de manœuvre-là d'aller lever de la fiscalité pour boucler leur budget. Le département de l'Aisne n'est pas dans une situation beaucoup plus florissante que celui des Ardennes, hélas, et vit, je pense, cette situation d'absence d'autonomie fiscale comme un vrai drame. Je pense que le département, il a aujourd'hui des missions importantes, qu'il a démontré aussi la capacité à gérer c'est d'ailleurs la Cour des comptes qui le dit. Je pense qu'il faut, comme élu, qu'on apprécie quand elle reconnaît que quelque chose a été bien fait au niveau communal sur le bâti des collèges. Prenez le rapport qui fait le bilan de 40 ans de décentralisation. La Cour des comptes décerne un satisfecit remarqué, souligné, en disant, ben voilà, et ça me permet de revenir, peut-être de conclure sur voilà un exemple où on avait une responsabilité claire, politique, des élus, des conseillers généraux à l'époque, qui politiquement étaient responsables devant leurs citoyens de l'état dans lequel était le collège, qui avaient les compétences pour agir. Alors, on pourrait discuter un tout petit peu, ils n'ont pas encore complètement tout à fait la compétence sur les secrétaires généraux ou les intendants, les gestionnaires des collèges et des lycées. Mais bref, ils avaient la compétence en matière bâtimentaire et les moyens pour l'exercer. Et quand on aligne responsabilité, compétences et moyens financiers, eh bien, la décentralisation, ça fonctionne. Et donc, je crois qu'il n'y a pas vraiment de raison, à mon avis, de supprimer un échelon. Enfin, c'est vraiment ma position. Je pense que ce serait et que surtout, on va consacrer à un débat comme celui-là une énergie folle, un temps considérable, alors que le vrai sujet, c'est d'arriver justement à ce qu'on sache demain mieux qui est en charge de quoi sont en charge les régions, de quoi sont en charge les départements, de quoi est en charge le bloc communal, à charge pour lui ensuite en son sein de répartir de manière par subsidiarité les compétences et de les exercer. Mais je pense que c'est ça le vrai sujet. Et ce que j'essayais de démontrer dans le rapport, c'est que faire cette clarification-là, ça permettait déjà de réaliser un certain nombre d'économies, parce qu'on nous a souvent vendu des évolutions territoriales pour faire des économies. Bon, sur les régions, voilà, on sait tous qu'on s'est bien fait avoir. Mais sur la suppression du département, je pense qu'on se ferait avoir également. Ça, à l'exception peut-être des indemnités des conseillers départementaux en question, enfin, si on en est là, on est sur, c'est même plus l'épaisseur du trait, je ne vois pas ce que ça supprimerait comme dépense. C'est le micro. Ah ben voilà. Donc je vais passer la parole à Jean-Marie Maison. Merci Madame la Présidente, merci aussi à Monsieur Ravignon. Je n'aurais pas de questions, mais simplement quelques observations. Parce que ça fait quand même quelques années, pour ne pas dire quelques décennies, que le niveau parisien notamment essaie d'accréditer l'idée qu'au motif qu'elles sont nombreuses, les petites communes coûteraient cher. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Juste, je rappelle que les communes, plus elles coûtent en fonctionnement par habitant, plus elles investissent en euros par habitant, pardon, moins elles sont endettées et moins elles sont fiscalisées. Autrement dit, les petites communes sont vertueuses, exemplaires.
Moi aussi, je redoutais que les intercos soient la préfiguration des communes de demain. Je pense que c'était risqué avec la loi RCT de 2010, à 5000 habitants. Mais maintenant qu'il y a les intercos à 129 communes, il y en a une à 128. Je ne vois pas une commune nouvelle devenir mutée en commune. C'est impossible. Elles sont vertueuses. Tout simplement, pas parce qu'elles sont magiciennes, parce que les élus locaux sont taillables et corvéables à merci pour des miettes. Pour des miettes. Et ça, c'est très important. C'est un atout que dont peu de pays disposent. J'observe néanmoins que notre pays, la France, qui compte 15 millions d'habitants de moins que notre voisin, l'Allemagne, a cependant 1 million de fonctionnaires de plus. Il y a alors, je ne sais pas où sont localisés, à mon avis, ce n'est pas dans les collectivités territoriales. C'est plutôt du côté, ça demanderait un travail plus précis, mais vous avez rappelé, Monsieur Armignon, et vous avez 1000 fois raison, le rôle du président de l'Interco. Il fait tout. Moi, je connais des intercos 128 communes. Elle marche du feu de Dieu. Parce que le président, il a un savoir-faire, un savoir-être. Et il mouille sa chemise, il écoute tout le monde, il est présent, il est omni-actif. Et ça, c'est le secret de la réussite, notamment dans les intercos. Et il ne se sert pas de la conférence des maires uniquement pour communiquer. Certains inscrivent la fête de la Mirabelle, la fête de Miss Machin, tout sauf les sujets qui concernent l'interco. Ils réduisent la conférence des maires à un machin qui ne sert à rien. Ça. Je plaisantais sur le fait qu'en Lorraine, la fête de la Mirabelle, c'est quand même important. Oui, c'est essentiel. Et les métropoles d'équilibre d'Olivier Guichard, c'était déjà des métropoles. Mais on avait au moins la délicatesse de parler d'équilibre. Ce n'était pas des métropoles de l'absolu. Moi, quand j'ai entendu parler de métropole, pour moi, métropole, c'est New York, Shanghai, Pékin, ou peut-être Berlin ou Rome, mais Paris, mais pas Metz ou Dijon. Peut-être Strasbourg, qui était une métropole d'équilibre. Strasbourg, c'était la seule du Nord avec... Et un dernier mot sur l'ingénierie de projet. Effectivement, ce rôle-là est de plus en plus assumé avec compétence par les intercos. C'est la raison pour laquelle, en outre, moi-même, j'ai voté contre l'agence de cohésion, la NCT. Parce que croire, franchement, entre nous, qu'on puisse appuyer le développement du pays sur les préfets, c'est te mettre le doigt dans l'œil. Enfin, ça, je n'ai pas attendu d'avoir l'âge que j'ai pour le savoir. Bon. Mais d'aucuns y ont cru. Moi, j'ai voté contre. Et je ne le regrette, je n'ai jamais regretté parce que c'était une erreur annoncée. Et un dernier mot, M. Ravignon, sur le succès des communes nouvelles. Alors, je ne sais pas s'il s'agit vraiment d'un succès. En tout cas, c'est un succès qui est localisé. Parce que, plutôt dans l'ouest de la France, dans l'est, alors les Ardennes, je ne sais pas trop, mais en Moselle, ça piétine. Il n'y en a jamais eu que 5. Depuis 10 ans, il n'y en a pas plus que 5. Mais, par contre, j'ai toujours dit à celle qui a pris le relais de l'ancien président des maires de France, comment il s'appelait le président qui a créé les communes nouvelles, l'ancien président de l'AMF, pas avant Berrois. Il était de Besançon, de la... Oh, peu importe. Parce que si les communes... Non. Il était du Doubs ou de... Président de l'AMF. Les maires de Lons-le-Saunier. Lons-le-Saunier, oui, Lons-le-Saunier. Bon, peu importe. Alors, parce que si elles sont vertueuses, ces communes nouvelles, parce qu'elles mutualisent, puisque la mutualisation, c'est vertueux, pourquoi leur accorde-t-on des carottes, des récompenses lorsqu'elles font un effort
de fusionner. Elles vont faire des économies. C'est déjà gagnant la démarche. Pourquoi encourager ce qui marche? Jacques Pélissard. 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 Ouais. La mémoire. Hein. Et j'ai souvent dit à Françoise Gattel, mais pourquoi mettre de l'argent si ça marche déjà comme ça naturellement, puisque c'est intelligent de le faire. Mais il faut néanmoins cette carotte pour que ça marche encore mieux. On accompagne la victoire, mais je ne sais pas si c'est tellement utile dans l'absolu, puisqu'il y a d'autres choses à accompagner avant celle-là, me semble-t-il. Voilà. Juste peut-être sur ce dernier point, il y a des cas où on perd. C'est-à-dire qu'on financièrement, on y perd. Et ça, honnêtement, il faut quand même arriver à le traiter, parce que on peut avoir quand même un beau projet, avoir envie de travailler ensemble, fusionner. Alors aujourd'hui, le cadre commune nouvelle crée un certain nombre d'amortisseurs. On peut décider de dispositions, on garde des maires délégués. Vous parlez des dotations, là. Je parle du calcul des dotations. Ouais. Sur le calcul des dotations, on peut arriver à avoir une perte au bout du compte. C'est quand même un peu compliqué. C'est bon. Moi, je me permets juste une chose, en fait, sur les préfets dont vous avez parlé tout à l'heure, sur justement les communes nouvelles. Nous, à chaque nouveau préfet, nous avons les fusions de communes. Nous avons 797 communes. Nous sommes le 2e département, après le Pas-de-Calais, à avoir beaucoup de communes. Donc, c'est leur sujet, hein, leur cheval de bataille quand ils arrivent. Voilà. Moi, je suis sénateur depuis 2014. Je crois qu'on était à 810 communes. Donc, vous voyez, c'est très, très faible. Mais parce que je pense qu'au-delà des élus, il faut aussi entraîner les habitants. Voilà. Après, il y a des questions de kilomètres aussi. Et les habitants, moi, je vous rappelle quand même que les querelles de clochers, ça existe encore. Moi, voilà, hein, je connais ça depuis l'école primaire. Il n'y avait pas de maternelle chez moi, donc c'était pas avant. Mais donc voilà, donc ça c'est assez important. Et puis, sur le coût des petites communes, là, on fait les vœux des maires. Qui fait les petits fours dans les petites communes ? Qui paye le champagne ou la méthode champenoise ou etc. Qui? Moi, je vais vous dire, ils payent personnellement. Les petits fours, c'est la première dame de la commune qui fait les petits fours. Et hier soir, chez moi, les maires, ils avaient la pelle à la main et puis ils aidaient leur agent ou leurs 2 agents. Enfin, voilà. Donc, je pense que ça, c'est aussi à avoir en tête parce que ça semble peut-être petit. Et ben moi, je peux vous dire que, au contraire, mis bout à bout, ça fait beaucoup. Et je vais passer la parole à Pierre-Alain Roiron. Oui, moi, je voudrais dire que je pense qu'on est un peu dans une dichotomie entre efficacité et proximité. L'efficacité, c'est des ensembles un peu plus importants, avec des politiques plus importantes. Moi, j'étais président d'une intercommunalité. On a fait une mini-crèche avec 8 places dans un village de 500 habitants qui regroupait jamais, moi j'ai 55 ans, jamais on aurait eu il y a 50 ans une intercommunalité, une mini-crèche dans un village de 500 habitants. Je crois que c'est quand même la véritable question qu'on doit aussi avoir. C'est les services qu'on rend à la population. Donc, moi, il me semble que c'est important de ça à dire. Donc, efficacité, on a évoqué les communes nouvelles. J'ai fait une commune nouvelle. Je ne suis pas sûr que quelque part, il n'y a pas quelquefois plus la question des élus sur les communes nouvelles que des habitants. Je n'en suis pas totalement certain. Évidemment, il ne faut pas faire des communes nouvelles qui sont à... Dans mon territoire, il y en a une qui avait, quand vous le regroupez 4 communes, ils étaient d'un point à l'autre à 20 km l'un de l'autre. Alors évidemment, ça a été un échec. Donc, pour le dire direct, ils auraient dû peut-être faire à deux communes nouvelles, se serait mieux passé. Moi, je pense que vous avez été peut-être un peu dur sur la question des villages d'avenir, et puis aussi ce qui avait été créé il y a quelque temps sur pas les villes moyennes, mais les petites villes de demain. Il y a quand même eu, me semble-t-il, une aide à l'ingénierie qui est peut-être pas suffisante, qui est fait par certaines intercommunalités qui ont peut-être plus de moyens que d'autres, c'est vrai, ou qui ont peut-être plus de volonté politique que d'autres, mais je pense que c'est franchement une politique qui est plutôt intéressante. Il y a
Évidemment, vous avez évoqué les communes nouvelles. L'incitation financière n'est peut-être pas négligeable. N'est pas négligeable qu'on on sait bien qu'il y a des baisses de DGF depuis un certain nombre, on va dire, de décennies maintenant. Je crois que ce serait la meilleure des choses. Donc ça me semble être important. À mon avis aussi, une des questions, vous avez évoqué, Monsieur Ravignon, la question du PLUI. Je pense qu'il y a un certain nombre de collègues qui ne connaissent pas exactement le sens de la loi, parce qu'ils pensent que c'est parce qu'il y aura un PLUI qu'ils perdent complètement la signature des permis de construire. Ce n'est pas le cas. Je pense qu'on doit avoir aussi, alors ça c'est peut-être les associations d'élus, c'est peut-être les sénateurs, mais avoir une vraie pédagogie de ce qui se passe sur les territoires. Je pense qu'il y a quand même aussi ça qu'il faut pas complètement obliger. Je vois dans mon territoire, je suis d'Indre-et-Loire, cela a un peu évolué sur cet aspect-là. Et puis la vraie question qu'on a, vous avez évoqué, alors je ne sais plus si c'est vous tout à l'heure, le fait que dans le rapport Wurtz, les compétences pouvaient être choisies. Je pense qu'il faut qu'elles soient choisies, mais quand même dans un certain cadre. Si vous êtes dans une ville-centre où il y a un aspect touristique important, toutes les villes qui sont autour, on va dire, de banlieue ou en dehors de là où il y a un aspect touristique, elles peuvent le refuser alors qu'elles en profiteront. Et quand même, évidemment, comme le développement économique, le tourisme est un aspect important, à la fois pour le développement économique, à la fois pour faire connaître et à la fois pour faire venir. Moi, je crois que la vraie question qu'on devrait avoir à se poser, me semble-t-il, y compris avec le bloc départemental ou avec le bloc régional et les interco et les villes, c'est vraiment avoir une compétence bien définie. Et ça, je pense que tout le monde en est d'accord. Mais évidemment, derrière cela, il faut avoir des moyens financiers qui ne soient pas des variables d'ajustement à un moment ou à un autre de l'État par des votes de budget à un moment ou à un autre. Et à mon avis, c'est ça la vraie question, c'est des vraies compétences avec des vrais moyens financiers durables, avec des prises de risques, parce que bon, il y a eu la question de la TVA il y a quelques années qui a été mise pour les régions. C'est une prise de risque, soyons directs, mais je pense que c'est quand même dans ce sens-là qu'il faut aller. Voilà, me semble-t-il. Alors, sur la grandeur des régions, moi, je suis dans une région où on n'a pas bougé, on était plutôt relativement satisfait de cela, même si cela peut poser des difficultés par rapport à d'autres régions, y compris, par exemple, sur des aspects économiques, sur des aspects touristiques, et pour être concret, y compris sur des aspects de transport. D'ailleurs, on a trouvé des solutions pour se regrouper avec d'autres régions. Merci. Juste parce que je ne veux pas donner le sentiment effectivement d'avoir été injuste à l'égard de la NCT. Il y a dans la NCT un certain nombre de programmes je reconnais tout à fait qu'ils sont efficaces. Enfin, en tout cas, j'en ai bénéficié. Je vois Action Cœur de Ville, Village d'avenir, Petite Ville de demain. Enfin, je crois que ces programmes-là ont été des choses effectivement intéressantes. Ce que je pointais, c'était que je crois vraiment que l'ingénierie de projet elle doit être en proximité et que, en fait, la difficulté, on le voit bien d'ailleurs, parce que même quand on parle d'Action Cœur de Ville, toutes les villes n'étaient pas dedans. Quand on parle de petites villes de demain, on a seulement une toute petite partie des villes, des petites villes. Voilà, et donc on arrive à un moment, quand même un peu une sorte de saupoudrage, alors que je crois que vraiment l'ingénierie de projet, si elle est intercommunale, là cette fois-ci, elle sera au bon niveau et bien dimensionnée. Merci. Jean-Claude Anglade. Oui, merci. Je voulais juste intervenir de la part de Catherine Beltriti, qui n'est pas là et qui donc s'excuse et vous demande de l'excuser. Elle avait 7 questions à vous poser, que je ne vais pas vous poser. Non, je ne vais pas vous poser. Je vous en pose une, simplement. Dans votre rapport, j'en fais une pour terminer. Je suis sûr que vous avez répondu, les collègues ont posé les questions qu'elle avait. Voilà. C'était sur l'aspect normatif. Vous dites, dans votre rapport, vous notez qu'il faudrait que l'aspect normatif soit pas décentralisé, mais déconcentré, etc. Est-ce que vous pouvez aller plus loin et expliquer quelle est votre idée? Quand vous parlez de normes, ici, vous savez, au Sénat, on est attentif à ce sujet-là. Et donc, si vous pouvez aller un peu plus loin. Alors, c'est une notion assez simple que effectivement, le Sénat connaît bien, qui est celle du pouvoir réglementaire local. C'est qu'à partir du moment où on est dans un cadre de décentralisation, on confie
un niveau de collectivité donné, une responsabilité, dans les compétences, il faut pouvoir lui donner pas simplement la possibilité d'appliquer les textes, mais aussi de pouvoir elle-même définir les règles de mise en œuvre. C'est vraiment cette notion. Alors, le Sénat va encore plus loin, puisque je crois que vous avez même déposé une proposition de loi constitutionnelle pour inverser la logique et dire le pouvoir réglementaire local finalement devient la règle, et c'est seulement par exception que le pouvoir national, donc le Premier ministre, peut exercer le pouvoir réglementaire, lui, quand... donc je ne sais pas s'il faut d'emblée aller aussi loin et commencer les réformes institutionnelles par une réforme de la Constitution, c'est pas le plus simple, hein, mais surtout dans le contexte dans lequel nous sommes. Mais je pense en tout cas que c'est ça l'idée, c'est qu'effectivement on décentralise et on donne aussi effectivement. Alors ça va créer, c'est vrai, des différences de traitement. Mais c'est ça la décentralisation, c'est aussi justement de faire confiance au fait que les élus en face de leurs citoyens ne mettront en œuvre et n'utiliseront que des différences finalement justifiées, qu'ils savent expliquer. Enfin, il y a un cas d'inégalité ou de différence, c'est celui qui naîtrait si on avait de trop grands écarts de ressources. Et je reviens sur le sujet de la péréquation, parce que je crois quand même qu'on ne décentralisera pas sérieusement si on n'a pas aussi une péréquation, et que dans chaque catégorie, les départements les plus défavorisés, les régions les plus pauvres, il y en a, spécialement l'outre-mer, les intercos et les communes, s'il n'y a pas une vraie solidarité et davantage de ressources pour les plus fragiles, là, à ce moment-là, la décentralisation aboutira de fait à une France à plusieurs niveaux, avec des endroits où on aura un luxe de services et d'autres peut-être même pas la capacité d'assurer les missions. Merci. Alors, moi, je vais me permettre de vous poser aussi quelques questions. Et, voilà. Et je vous dis que je suis conseiller départemental aussi, par ailleurs. Voilà, ce sera plus clair. Oui. Donc, sur le Premier ministre, sur le projet de loi de décentralisation, il a érigé en priorité la réforme des ARS. Hein, il l'a annoncé, avec deux orientations: un mouvement de clarification des compétences entre l'État et les départements dans le champ sanitaire médico-social, et une réorganisation de services déconcentrés de l'État, transformer les ARS en direction régionale et départementale pour le volet réforme de l'État d'autre part. Pouvez-vous nous rappeler les propositions formulées dans votre rapport visant à unifier la responsabilité en matière de grand âge et de handicap? Est-ce que la proposition du Premier ministre est un premier pas dans cette direction? La séparation aussi entre le maintien à domicile et la gestion des établissements est-elle une remise en cause des parcours de vie et susceptible de rencontrer l'opposition de certains acteurs, notamment dans le handicap? Ce sont aussi des sujets, moi je suis à la Commission des affaires sociales, donc ce sont des sujets que nous avons. Et quel est l'objectif poursuivi en confiant au département un rôle de chef de file en matière d'accès aux soins au département comme vous le proposez? Comment vous concevez ce rôle? Comment ça s'articule avec la responsabilité de l'État en matière de politique de santé? La portée d'une réforme qui confierait au département une compétence en matière de bâti? Ça, c'est un sujet. Hein. Chez moi, je vais vous dire, on n'a déjà pas d'argent. On se dit, on n'a pas envie parce qu'on est bien sûr qu'il n'y aura pas les financements par ailleurs. Et comment cette nouvelle compétence s'articule avec la problématique de la démographie médicale? Ça, c'est un sujet aussi, et l'attractivité des territoires. Tout ça, je suppose, dans un temps ramassé. Bon courage. Mais merci, Madame la Présidente, de me questionner sur ces sujets, parce que c'est effectivement des sujets, je trouve, absolument passionnants. Moi, je ne suis plus élu départemental, néanmoins, je crois que dans les réponses que je vous ai données, j'ai compris que je suis persuadé de l'utilité, de la nécessité de maintenir cet échelon et encore davantage, j'en viens à votre réponse, de lui donner des responsabilités claires qui permettent au département d'être compris et par les citoyens, de savoir de quoi ils ont la charge. Or, aujourd'hui, effectivement, qu'on soit sur le grand âge ou sur le handicap, eh bien, les départements sont impliqués, ont une partie du sujet,
mais n'ont pas la totalité des compétences et encore moins la totalité des moyens pour les gérer. Sur le grand âge, eh bien, effectivement, cette double tutelle qu'il y a sur les EHPAD fait que l'État, via ses ARS, revient dans la discussion. Donc la proposition, c'est d'unifier et elle s'oppose radicalement à une doctrine interne aux ARS qui, l'an dernier, commençait à circuler, avait été formalisée, où les ARS disaient non, mais en fait, oui, la double tutelle sur les EHPAD, c'était une catastrophe. On va virer le département et reprendre la tutelle seule des ARS. Donc vous voyez, il y avait cette velléité. Je crois qu'on est heureusement loin de ça et qu'on a compris que la continuité des parcours, c'est quelque chose d'essentiel. Et que d'ailleurs, c'est justement parce qu'on ne l'a pas assez travaillé, cette continuité des parcours, que je pense qu'on a aujourd'hui un certain nombre de difficultés dans plein de territoires. Entre le maintien à domicile et l'accueil dans une résidence médicalisée, il y a plein de choses qui doivent s'organiser. Du maintien à domicile, mais accompagné, soutenu, aidé, y compris parfois médicalement, et puis ensuite peut-être sortir des structures, mais des structures pas forcément médicalisées. Bref, c'est toute la gamme des solutions. Et ça, à mon avis, on ne peut y parvenir que s'il y a un responsable, et je pense que ça devrait être le département sur chacun de ces circonscriptions départementales, qui soit en charge de ce sujet, avec naturellement la délégation de l'État et donc vers les départements sur le plan financier, parce que sinon ça ne marche pas. Si c'est de récupérer la tutelle intégrale des EHPAD, mais sans avoir les ressources qui y sont consacrées, ça explose en plein vol. C'est la même chose sur le handicap, peut-être en pire, puisque là, les MDPH, alors il y a un jeu subtil que vous retrouverez d'ailleurs un peu dans le rapport d'Éric Woerth sur oui, mais les MDPH, c'est pas tout à fait ce qu'on croit, c'est pas des structures départementales, c'est des groupements d'intérêt public dans lesquels il y a aussi l'État. Enfin, pour nos concitoyens, la MDPH, c'est le département. Bon. Et ce département, eh bien, il est amené à prendre des décisions en termes d'accès aux droits, d'ouverture de droits, qui sont parfois un peu proclamatoires. Quand il dit à un enfant, vous allez pouvoir avoir une place en IME, en IMP, en ITEP, eh bien, ça, ce sont des structures dans le champ ARS. Alors elles sont gérées budgétairement comme il faut. Mais il n'y a pas forcément les places nécessaires aux décisions qui ont été prises par la commission d'accès aux droits de la MDPH. Quand l'enfant est scolarisé, cette fois-ci, ce qu'on appelle le milieu normal, et qu'on lui dit, par contre, il faut un AESH ou un ou une AESH, et que là, cette fois-ci, c'est non pas l'ARS, mais le rectorat qui doit mobiliser les budgets, faire les recrutements pour répondre. On se trouve régulièrement dans des failles qui sont absolument terribles, et pour les familles, j'y viendrai parce que les associations familiales sur le handicap ont une position que je trouve un peu surprenante. Elles sont très pro-État. Et j'ai l'impression qu'elle ne voit pas aujourd'hui qu'il me semble avoir un interlocuteur local qui, alors bien sûr, si ça, il faut que les départements aient la capacité à assumer ces missions de handicap. Effectivement, il y en a certains, le vôtre, le mien, aujourd'hui, si on leur donnait des responsabilités considérables en plus, sans aucune ressource supplémentaire, ça ne fonctionne pas et ce serait un drame. Ces missions ne seraient pas exercées dans de bonnes conditions. Néanmoins, je pense que ce serait un vrai gain, y compris pour les parents et les familles de ces enfants. Là, on parlait des enfants, mais le sujet pourrait être le même avec les adultes, d'avoir des interlocuteurs locaux, des gens finalement responsables devant eux. On dit parfois que les élus locaux sont à portée de baffe ou à portée d'engueulade, mais parfois c'est quand même bien utile et ça permet ces interactions et on améliore le service derrière. Donc je crois vraiment à cette idée que oui, que les départements gagneraient beaucoup à avoir aujourd'hui des responsabilités pour gérer complètement le grand âge, gérer complètement effectivement le handicap, et que ça peut se faire dans un cadre national respectueux à la fois des grands engagements nationaux, d'une forme d'égalité de traitement, mais aussi d'une plus grande efficacité et d'une réponse plus réactive au niveau local. Donc je maintiens effectivement que je me réjouis de voir que peut-être le Premier ministre avance sur cette idée. La principale opposition qu'on avait, nous, à l'époque, c'était de dire, mais vous n'y pensez pas, les budgets en question sont des budgets de l'assurance maladie, c'est du soin, et donc il n'est pas question qu'on les délègue aux collectivités. Bon,
je n'ai pas lu ça dans la Constitution, que cet argent public prélevé par des cotisations, prélevé, ne pourrait pas être attribué à ceux qui en ont la responsabilité, qui auraient la responsabilité de la mission. Sur l'accès aux soins, je n'aime pas forcément beaucoup la notion de chef de file parce qu'elle est parfois un peu filandreuse et elle n'a pas toujours donné de très grandes réussites. Néanmoins, là de quoi on parle? On parle de l'accès aux soins, on parle des maisons de santé pluridisciplinaires. Heureusement qu'elles sont là, parce que sinon, la politique de santé, qui est aujourd'hui une politique de l'État et qui, reste une politique très étatique et très étatisée, si les collectivités de tout niveau ne s'étaient pas organisées pour créer des maisons médicales dans lesquelles on a encouragé les médecins à venir s'installer, je pense qu'en termes d'accès aux soins, la situation serait, elle est grave, voire très sérieuse dans un certain nombre d'endroits, ce serait encore bien pire. Simplement, je constate que aujourd'hui l'absence de règles ou l'absence même de chef de file fait qu'il y a quand même une concurrence territoriale assez effrénée, même parfois au sein de nos intercommunalités, des communes très riches qui peuvent se permettre de construire et de mettre à disposition des locaux contre rien du tout, et donc attire naturellement un peu plus facilement les médecins dans ces locaux-là que dans les projets portés parfois plus collectivement à proximité. Donc il y a besoin quand même d'une instance qui essaie d'organiser un peu les choses. Et je pensais qu'en termes d'accès aux soins, la maille départementale était, à mon avis, pas la mauvaise. Bien sûr que les intercos voudront continuer, à mon avis, à investir. Il y a parfois des régions qui investissent, qui soutiennent ces projets-là. La notion de chef de file, c'est simplement qu'il y a quelqu'un qui définit un peu le cadre, quoi, qui évite qu'on ait parfois des maisons qui s'empilent à certains endroits et d'autres territoires qui en manqueraient plus gravement. Voilà ce que je voulais vous dire en réponse à vos questions. Écoutez, on va vraiment vous remercier pour le temps que vous nous avez consacré, parce qu'on a peut-être abusé un peu, mais bon, on vous attendait vraiment sur ces sujets. Vous avez beaucoup travaillé, une expérience aussi de terrain, et nous, dans la délégation, vous savez très bien que c'est cette expérience qui nous intéresse. Donc, merci beaucoup. Merci à vous, Madame la Présidente. Bon retour. Merci, oui, tout à fait. Il faut rentrer avant demain. C'est pour justement s'occuper du déneigement, parce que là, oui, c'est ça. Pas encore tout à fait terminé. Voilà, oui, mais demain, ça recommence. Oui. Hein, on est d'accord. Oui.